Puis que vous parlez, ouais, exactement, ça passe comme du beurre. En plus, on a essayé de faire ça le plus dynamique possible pour que ça soit quand même intéressant puis que vous pouviez retenir le plus de choses. Troisième, synthèse. C'est un travail personnel, ça, c'est le bout poche du cours, mais c'est quelque chose qui est quand même important parce que c'est un réinvestissement de tout ce que vous avez appris dans le chapitre pouvoir. Et ça va vous servir pour votre examen final. Au lieu que vous ayez à relire tout ce qui est dans le cahier pour pouvoir savoir ce qu'il y a dans l'examen final, ben, la synthèse va déjà être faite. Et à la fin, vous avez vos notes pour les euros. Donc, vos notes pour les euros. Ça ressemble pas à oral, ça. Non, otal. Oui, on dirait notre otal. Note otal, non. Arrêtez, là. C'est pas un cours de calligraphie. On laisse la calligraphie pour les Français. Rétroaction. Donc, aujourd'hui, on continue le chapitre pouvoir, s'il vous plaît, les gars. Aujourd'hui, on continue le chapitre pouvoir. Comme on a vu avec les oraux, les États n'ont pas les mêmes pouvoirs. N'ont pas la même puissance, la puissance militaire, pas les mêmes puissances économiques. Si on compare le Cambodge avec les États-Unis, les États-Unis, c'est un peu plus fort. Hein? Puis, donc, après ça, qu'est-ce qu'on a vu avant? On a vu les organisations d'États qui se mettent ensemble pour avoir plus de pouvoir, comme l'Union européenne, le petit drapeau avec les étoiles là. Regardez tout ce que je vous parle, c'est des éléments qui sont là-dedans. États, les organisations d'États. On a vu les organisations internationales comme l'ONU, qui a excessivement de pouvoir grâce à leur pouvoir individuel mis ensemble, ils ont beaucoup de pouvoir. Les ONG qui ne sont pas payées par les gouvernements, comme Oxfam ou Greenpeace, ces groupes-là qui font des combats idéologiques ou environnementaux auprès de la population. C'est plus un pouvoir de la société civile. La société civile, en passant, c'est nous, les charmants citoyens. C'était quoi là-dedans? Non, c'est pas il n'y a rien qui s'est passé. Non. Mais aujourd'hui, ce qu'on vous parle, c'est un pouvoir qui est assez spécial, le pouvoir des médias. Il l'a mis en jaune, c'est pas pour rien. Parce que le pouvoir des médias, c'est un pouvoir qui part du haut avec le gouvernement, et qui part du bas avec la société civile, c'est-à-dire nous. Ça va, les gars? Ça va? Qu'est-ce qui se passe? Parce que le pouvoir qui part du bas, parce que grâce aux médias, comme Facebook, les journaux, les blogs, on est capable de s'exprimer, puis de dire notre opinion au reste de la société, puis avoir un pouvoir sur le gouvernement. Donc, aujourd'hui, je vous fais une présentation sur les médias. Je vais chercher ma petite manette. Prenez une petite gorgée. Les médias. Quelqu'un c'est quoi un prédit, ça, c'est un prédit? Ouais, j'ai été un prédit. C'est quoi? C'est quoi? C'est une présentation... Oh shit! Elle est quelque chose! Ok, je vous expliquerai pas c'est quoi un prédit. On va aller tout de suite là-dessus. Avec le Elle est bleue. Ouais, elle est blanche. Bleu et noir. Un point dans les airs, elle est blanche, et une main dans les airs, elle est bleue. Ah, mais comme ça, il À la place, c'est une repère chacun. Hey yo, Ok, en premier, elle est bleue. Levez la main, elle est bleue. Elle est bleue. Ah oui, c'est bon, on baisse la main. Elle est blanche. Ah, elle est blanche. Le but de ce cours, c'est pas de savoir quelle est la vraie couleur. j'ai pas de couleur. Mais tu me sembles d'envoyer les fleurs. Moi, j'avais bleu et noir. Toi, t'es normal. Normal. Oui, c'est normal. Non, mais. S'il vous plaît. C'est le genre de réaction que je m'attends. Non, mais la robe, en réalité, elle est bleue parce que la compagnie l'a montré, puis des explications. Bon, c'est pas vraiment le but du cours, c'est pas un cours de science, là, mais bon, il y a des gens qui disent que c'est parce qu'il y en a qui perçoivent moins la couleur à cause du reflet, puis là, on perçoit plus le reflet que la couleur, en tout cas. Plein d'explications, là. Mais ce que j'essaie de vous parler aujourd'hui avec cette robe-là, c'est que quand c'est sorti, là, le 27 février 2015, toute la journée, là, tout ce que les gens avaient en tête, c'était de s'obstiner si elle est bleue ou blanche. Il n'y a rien d'important, là. C'est sûr qu'il y a des vidéos, tout. Et c'est fou. Ça a duré peut-être une semaine, là, toutes les gens qui s'obstinaient là-dessus. Puis ce que j'essaie de vous montrer, c'est que le pouvoir des médias de masse par la société civile peut être tellement puissant que ça paralyse complètement l'information qui passe pendant ce temps-là. Il y a plein de choses qui se sont passées, mais tout ce qu'on se souvient,
si la robe si elle était bleue ou blanche. Tu sais, moi, je vous chicane pas, là, parce que moi aussi, je suis de même, tu sais. Moi aussi, ça m'intéressait plus de savoir que, ben, regarde, il y a une famille qui ont perdu des enfants à cause qu'ils ont fait des frites. Ouais, Vanessa, puis vraiment Carpentier, comme de... Ouais, Vanessa Carpentier, comme de 9 ans, tu sais, en tout cas, c'est pas nécessairement des informations plus importantes, mais ce qu'on se souvient le plus, c'est la robe. Ouais. Une petite introduction sur le... Donc, qu'est-ce qu'un média? C'est fatigant, ça. On nomme, ça c'est une définition officielle, on nomme média un moyen de diffusion d'informations, utilisé pour communiquer. Les médias permettent de diffuser une information vers un grand nombre d'individus. Aujourd'hui, les médias, ils sont plus connus pour être soit la presse, les journaux, la radio, la télévision et le web. Et ça, c'est un de mes dadas. J'essaie souvent de faire une partie historique pour expliquer un peu. On parle des médias, je veux faire une partie historique. J'ai pas décidé de commencer exactement au début des médias avec la communication en moins 4000 parce que, regarde, on aurait fait la journée au complet là-dessus. Mais, fait que là, j'ai débuté ça avec l'imprimerie. Gutenberg qui a réinventé l'imprimerie au 15e siècle. Ce qu'il a fait, dans le fond, l'imprimerie existait déjà avec la Chine. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé une machine qui permet d'installer des lettres avec de l'encre, imbiber les lettres, puis imprimer une grande quantité de feuilles, plein de fois la même information. Ce qui fait en sorte que c'est comme le premier méga texto, mais en papier. Si tu avais assez de ressources, tu pouvais imprimer l'information la quantité de fois que tu voulais. C'est vraiment une grosse évolution parce qu'avant, qui permettait de reprendre l'information, c'était des prêtres qui prenaient carrément leur temps de prendre un livre et de réécrire ce qui est écrit toute la journée, avec leur belle calligraphie le mieux possible. Et là, maintenant, on n'a plus ce problème-là. Là, une des premières personnes qui a ambitionné sur l'imprimerie, c'est Martin Luther. Vous savez c'est qui Martin Luther? King. Pas King. Pas cet homme. Martin Luther, au 15e siècle, c'est le papa du protestantisme. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est que, à l'aide de l'imprimerie, il y a eu une idéologie contradictoire avec le pape. C'est déjà une grosse chose à l'époque, parce qu'à l'époque, le pape, c'est tout puissant, puis tu dis quelque chose, c'est presque ça. Tu dis quelque chose en inverse du pape, tu risques pas mal de te faire taper dessus, puis là, c'est de façon gentille de le dire. Martin Luther, lui, ce qu'il a fait, c'est que il a imprimé ses opinions, il les a mis sur un papier, puis il les a tapissés sur des portes d'église. C'est vraiment révolutionnaire, parce qu'à cette époque-là, si un paysan moyen voulait avoir d'informations, c'était souvent du bouche à oreille. Souvent, c'est des informations du genre quelqu'un s'est battu, quelqu'un s'est marié, puis des fois, il ne savait juste pas, parce que c'est du bouche à oreille. Et là, tout le monde sait qu'il y a un gars, Martin Luther, lui, là, il y a des preuves, selon lui, il y a des preuves que le pape et l'Église catholique ne sont pas tout à fait corrects. Puis il dit ça à tout le monde. C'est un émoi. Il y a eu des guerres là-dessus. Il y a plein de gens qui se sont entretués. Là, on va un peu trop loin là-dedans. Deuxième boom, la radio. Début du 19e siècle. C'est le début de l'information instantanée. Au lieu d'attendre quelques semaines ou quelques mois pour avoir de l'information d'une place à l'autre, c'est tout simple. Il y a une personne, un auteur qui parle à travers une machine, puis la machine renvoie l'information instantanément dans une certaine zone. C'est de l'information orale, mais c'est de l'information instantanée. Notre troisième boom, c'est la télévision. Réellement, ça ne fait pas améliorer la vitesse de transmission, mais ça l'améliore qualitativement. Ça la rend plus intéressante à percevoir. Vous comprenez le principe. Ces informations-là, ce qu'ils ont de précis, de particulier, c'est qu'ils sont unidirectionnels. On ne peut pas interagir avec l'information. Il y a quelqu'un qui nous le dit, puis nous, on ne peut pas répondre à cette personne-là. Ce qui nous emmène à notre belle génération, quatrième boom, l'Internet. Ça, c'est vous. Vous êtes les enfants de l'Internet. Pour nos grands-parents, c'est quelque chose de vraiment important, puis pour nos parents, puis même pour nous. Je veux dire, moi, Internet, quand j'étais jeune, je ne peux pas téléphoner pendant ce temps-là, puis ça faisait un bruit d'enfer. Ça n'allait pas très vite non plus. En tout cas, à cette époque-là, l'Internet, c'était vraiment beau, mais c'était pas aussi fort qu'aujourd'hui. Puis vous, vous êtes dans cette
cette époque où est-ce que vous pouvez interagir avec l'information, comme vous dit. Il y a des journaux qui écrivent sur Internet, des blogs, mais vous pouvez répondre et dire vos opinions. Puis dire qu'est-ce que vous en pensez. Vous pouvez faire vous-même des blogs, faire des articles de journaux, je veux dire, pas officiels, parce que vous n'êtes pas dans une compagnie, mais vous pouvez le faire à l'interne, faire vous-même. Ça m'emmène à parler de la liberté de la liberté de presse. Parce que, bon, définition officielle, la liberté de presse est l'un des principes fondamentaux des systèmes démocratiques qui reposent sur la liberté d'opinion, la liberté mentale et d'expression. Je vous parle de ça parce que pour qu'un média soit fabriqué, il faut un auteur. Et pour qu'un auteur arrive à fabriquer un média, comme un article de journal, un film, etc., il y a besoin d'une certaine liberté. Dans ce cas-ci, la liberté de presse, c'est la liberté d'un auteur d'articles de journaux à pouvoir écrire exactement ce qu'il pense dans son œuvre. Puis il y a des pays qui n'ont pas cette liberté-là de pouvoir dire exactement ce qu'ils veulent, mais il y a une certaine mesure de liberté de presse. On dirait que dans les pays occidentaux, on a une grande liberté de presse, puis dans des pays plus à l'Orient, on en a une petite. Mais tantôt, on va en parler un peu plus. Là, je vous donne un exemple. OK, ça c'est la liberté de presse dans le monde. Là, on voit, plus c'est pâle, mieux ça va. Et plus c'est foncé, moins ça va. C'est tous des... là, c'est en couleur pour nous aider. D'habitude, c'est des statistiques très développées qui, à la fin, bon, ils décident dans cette... statistique-là, c'est des gens qui ont une bonne situation, il y a des gens qui ont une situation vraiment remarquable, comme en Europe du Nord. Mais on voit ici, rouge, ça va pas très bien, noir, c'est très sérieux. Il n'y a presque pas de liberté de presse. Cette statistique date de 2011. On voit ici en Russie. Ce qui est particulier avec la Russie, c'est que c'est un pays qui est considéré comme démocratique, mais c'est en grande difficulté de liberté de presse. Comme autant que la Chine. Puis, on se dirait ici qu'on est blanc, mais en fait, on est en jaune. Ça, c'est une autre carte pour vous montrer en réalité grâce aux statistiques, ils font un répertoire comme un rang. La personne numéro 1, ce serait la place où il y aurait le plus grande liberté de presse. Puis, tu dis qu'au Groenland, il y a une bonne liberté de presse. Oui, parce que le Groenland, ça appartient au... Ça appartient au Danemark. Hein? C'est rempli d'Inuits, bravo. C'est rempli d'Inuits, oui. C'est rempli d'Inuits, mais il y a aussi des gens, des Européens qui se sont installés là. C'est pas... Puis, bon, il y a des Inuits, mais c'est des Inuits avec une bonne liberté de presse au final. Mais c'est surtout par les Européens qui habitent là qu'au Groenland, il y a une bonne liberté de presse. Il vient parler du Canada. En 2012, le marché canadien en télécommunications a été dénominé par 10 grandes entreprises, selon le rapport. À elle seule, elle représentait 93% des revenus des télécommunications. Donc, 10 grandes compagnies ont 90% des parts de marché de télécommunications. OK, on approfondit. Dans ces 10 personnes, dans ces 10 grandes compagnies, il y a 5 grandes compagnies qui, à elles seules, ont 76% des parts de marché. On en a 5 de moins, mais il y a juste comme... Il y a juste 17% de moins de parts de marché. C'est-à-dire qu'à 5 compagnies, ils ont 76%. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que chaque compagnie a une idéologie. Et les auteurs qui travaillent dans ces compagnies, c'est-à-dire les journaux qui appartiennent à ces compagnies, ils ne peuvent pas dire des choses qui vont à l'encontre des idéologies de la compagnie. Ce qui fait en sorte que s'il y a moins en moins il y a une compagnie qui a le plus possible de parts de marché, mais ça fait en sorte qu'il y a moins de types d'opinions. Il y a moins de sortes d'opinions parce que les auteurs sont obligés de dire la même chose que les compagnies. Est-ce que tu as la main vue? Ouais, c'est quoi, Char? Ouais, c'est ça. Char, une compagnie de télécommunications. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. C'est surtout, tu sais, ça c'est au Canada. Nous, on connaît Bell, Québécois, Rogers, TELUS. Char, ça doit pas être quelque chose qui est trop important au Québec. Dans certaines régions, hors de la Montérégie, parce que moi-même, Char, j'ai pas entendu ça souvent. Donc, là, je vous ai parlé du fait que les idéologies, les compagnies, ça vient ensemble.
Là, c'est Radio-Canada. On s'attend à ce que ce soit un journal qui est quand même pro-liberté d'expression. Mais ils ont dit quelque chose. C'est quand même compliqué, je vais vous l'expliquer après. Pourquoi Québécois peut-elle dominer le marché québécois avec 35% des parts de marché dans l'écoute télévisuelle et que Ben ne pourrait pas en faire autant avec 37,6% du marché canadien? Au Québec, c'est 32. Pourquoi est-ce que c'est deux poids, deux mesures entre le Québec et l'ensemble du Canada? Donc, au Canada, la situation est que BL a 37,6%. Puis là, en achetant Astral Media, ils sont rendus maintenant à 32%. Ce que ça fait, c'est que avant il y avait une marge de 6%. Mettons, c'était deux compagnies différentes qui en deviennent une. Mais avant, c'était deux idéologies différentes qui en deviennent une. Ce qui fait en sorte qu'on a moins de sortes d'idéologies qui sont transmises dans les journaux. Ce qui fait en sorte que si ça s'imbrique de cette façon-ci, les grandes compagnies qui deviennent tout le temps de plus en plus grandes mangent les autres compagnies, mais à la fin, il y a juste une forme d'idéologie qui va être dans nos journaux. Les journaux ne sont jamais en contradiction avec eux-mêmes ou avec la grande compagnie. Puis si cette grande compagnie-là est avec le gouvernement, chose qui risque d'arriver, ben, le gouvernement peut carrément passer par les journaux et dire ben, ça c'est correct ce qu'on fait, on décide, je sais pas, ça, je vais vous donner un exemple avec la Russie, ça va être plus simple. Si, admettons, ils veulent fermer une usine, puis le reste de la population, bien, ils sentent que c'est pas bon pour eux, bien, grâce aux journaux, ils vont faire croire que c'est quelque chose de bien. Ça, c'est un exemple. Ce qui vient à parler de la Russie, avec est-ce que je le trouve vite? Non. Il vient de parler de la Russie avec Alisher Usmanov. Cet homme est le 35e plus riche au monde. Ouais, il est vraiment riche. Ce qui me fait parler de la Russie, parce que cet homme-là a la majorité des parts de télécommunications. C'est-à-dire que c'est comme lui, à qui ça appartient, les grandes compagnies de journaux, de médias, etc. Là, j'ai une couple d'exemples de choses qui appartiennent. Il n'y a pas juste des journaux là-dedans. Digital Sky Technologies, des parts en Facebook, c'est déjà une grande chose parce que Twitter, Ziga, VKontakte, ça c'est le Facebook de la Russie. C'est à lui. Des quotidiens sur l'économie. Bon, s'il fait quelque chose par rapport à l'économie, ben, ils vont dire que qu'est-ce qu'il fait, c'est quelque chose de bien. Ils ne diront pas le contraire. Mail.ru, c'est-à-dire Hotmail, en Russie. Non, il est vraiment pas pauvre. La maison d'édition commerçante, ça c'est des journaux. Ça c'est des journaux, des quotidiens sur, encore une fois, sur l'économie, c'est un éditeur. Et cet homme-là qui a tout ce pouvoir-là, devinez quoi? Ben, c'est un grand ami de Poutine, du gouvernement. À quelque part, c'est un peu normal. Admettons que tu es un gouvernement et tu sais qu'il y a un homme riche de même dans ton pays, tu fais tout pour être son ennemi. Parce qu'à la fin, si tu veux être un gouvernement et tu veux faire passer des choses qui est bonnes selon toi, selon le gouvernement, ben, tu fais passer tes idéologies à travers un grand ami qui, lui, fait passer ses idéologies à travers des compagnies de médias et des journalistes qui n'ont pas le choix de dire le contraire. Ils n'ont pas le choix de dire des choses dans la même direction. Pas le contraire. Pour vous illustrer la chose, on va faire comme si c'était un arbre avec des feuilles. Okay? Les feuilles, c'est des journaux, magazines, quotidiens. Là, c'est en France, mais là-dedans, il y aurait eu... c'est quoi déjà, Filles? Il y a un journal, magazine Filles, c'est ça? Magazine Cool. Cool. Ouais, des trucs comme ça. Là. Il y aurait tout ça dans ces feuilles-là ici. Ils donnent ça avec un poster. Bon, je sais pas quoi dire ça. Ah. Oui, bonjour. Niki Millette. C'est ça? Niki Millette. Ok, c'est bon, il s'en est. Il a dit Niki. Ouais, c'est Nico. Donc, OK, là, ici, admettons, là, journaux, etc., télévision. Comme exemple, poste de télévision, France 2. France 2.
ben, toutes ces choses-là appartiennent à des compagnies. Ces choses-là appartiennent à des compagnies ces compagnies-là appartiennent à d'autres plus grandes compagnies. Bon, là je prends Lagardère en exemple parce que c'est la plus grosse compagnie du top. Et ben, toutes ces compagnies-là ne peuvent pas dire des choses dans une direction inverse de Lagardère, puis ben, c'est la même chose avec les feuilles. Les feuilles doivent dire la même chose que les branches, et les branches doivent dire la même chose que l'arbre. C'est tout relié. Qu'est-ce qui arrive comme... La feuille ne peut pas dire quoi contre la branche, ne peut pas dire quoi contre la feuille. Ouais, c'est ça. Contre l'arbre, bon. Contre le réseau, bon. Je vous donne ça en exemple parce que qu'est-ce qui arrive si Lagardère, admettons hypothétiquement, si Lagardère décide d'avaler toutes les autres compagnies, mais ça va devenir la même chose que la Russie. Tout simplement. Ça, c'est un exemple au Québec. Avant que Bell achète Astral Media, ben, c'était comme ça, 6%, 26%. Mais là, il a acheté Astral Media, ça donne 32%. Puis là, ben, vous voyez, c'est pas si séparé que ça, là, les réseaux de télécommunications, sont quand même très proches les uns des autres. Là-dedans, il y a, par exemple, il y a la presse, mais c'est comme les irréductibles gaulois de la presse. Ça, c'est une tarte russe. En fait, c'est destiné à être une blague, mais pourquoi c'est pas une blague? J'ai faim. T'as faim? Pourquoi c'est pas une blague? Parce qu'en Russie, il y a une personne qui a tout. Ça ressemble à ça, une pointe de tarte russe, dans le fond. C'est qu'en Russie, il y a une personne qui a toutes les parts, presque toutes les parts de marché sur la télécommunication. C'est Brian. Ah, merci. Il vient parler de la liberté de penser. Donc, j'ai pris une définition sur Wikipédia. Pourquoi? Parce que j'en ai cherché plein. J'en ai lu plein. Puis, ben, celle-là, c'était ma préférée. La liberté de penser est le droit que possède tout individu de déterminer lui-même le contenu de ses représentations intellectuelles, morales, politiques et religieuses. On pense à ce que l'on veut et on pense soi-même à ses idées. Cette liberté est souvent codéfinie avec la détermination d'une limite entre sphère publique et sphère privée. Là, on dirait que c'est juste un tas de mots. Mais en gros, la liberté de penser, c'est ce qu'on pense et notre droit de penser. Exactement. Ici, on a une grande liberté de penser. On a des humoristes qui disent tout le temps des choses contre le gouvernement. C'est quand même une bonne liberté de penser, ça. Alors que dans certains pays, si tu fais ça, ben là, on va vous montrer des exemples, mais des pays qui font ça, ben, ça finit souvent très mal. Choosing milk isn't just fun, it's also really good for you. And for even more fun, you can get apple slices and a mini minion of your very own. From the new movie Despicable Me 2, rated PG in your McDonald's Happy Meal. Pourquoi je vous montre ça? J'aime les mignons. Ouais. Parce qu'ils utilisent ce qui était populaire au moment pour vendre le produit. Ça, c'est bon. C'est une excellente piste. OK, bon, regarde. Je vais partir de cette piste-là. Okay. Ce qui arrive, c'est que ça, c'est une publicité aux États-Unis. Ce qu'il y a de spécial, c'est que ben, ils vendent des jouets aux enfants. Est-ce que d'habitude, vos publicités vous vendent des jouets aux enfants? Parce que là, ils vendaient de la bouffe McDonald's et des jouets directement à des enfants. C'est un joyeux festin. C'est un joyeux festin, mais nos publicités à nous, au Canada, il n'y a pas de... Parce que ça, c'est aux États-Unis. Au Canada, il n'y a pas de publicité où est-ce qu'on voit des enfants qui consomment directement des jouets et du McDonald's. Ça, c'est un exemple... On vous donne un exemple de liberté de pensée qui est, selon nous, selon moi, un peu trop de liberté de penser. Parce que les compagnies aux États-Unis, la publicité n'a pas de restriction. Puis, McDonald's, en faisant ça, c'est comme s'il prenait en considération que l'enfant est capable de savoir si le McDonald's et le jouet mignon, pour lui, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose qui est bon ou qui est important pour lui aujourd'hui. Ce qui va arriver, c'est que, ben, il se défendra pas, il va vouloir le McDonald's puis le mignon, puis il va aller dire à ses parents, ben, je
je veux ça, je veux ça, je veux ça. Qu'est-ce qui va arriver, c'est que les parents, soit qu'ils vont s'ostiner, ou soit qu'ils vont l'accepter pour acheter la paix. Parce que, bon, les enfants que Julie achètent la paix parce que ça arrive. Bon, vous le savez. Puis, vous le savez parce que vous, par exemple, là, ça vous arrive, c'est sûr et certain, vous regardez des publicités puis vous vous dites, ouais, il me semble que j'ai envie de ça, mais en faisant une rétrospection, est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cette consommation-là? Et le but, c'est qu'aux États-Unis, ils prennent en considération qu'un enfant, il peut, mais un enfant, là, c'est pas comme vous autres, là, vous avez 16, 17, y a-t-il des gens qui ont 18 ans? Oui, dans le fond, là, regarde, 18 ans, ils prennent en considération que vous êtes capable de prendre des décisions par vous-même. Comme là, tu as 18 ans, tu as le droit d'aller t'acheter de l'alcool. Je prends ça par exemple. Là. Acheter de l'alcool, tu as le droit d'aller faire ça. Ils considèrent que tu es en âge de savoir si aujourd'hui tu devrais aller t'acheter de l'alcool ou pas. Au Canada, on a des protections contre ça. On a des protections pour... On n'a pas le droit d'avoir des enfants directement impliqués dans la consommation dans nos publicités, qui inciteraient l'enfant à prendre exemple sur cette consommation-là. Et il y a plein de lois. Je ne lirai pas tout. Le prime de jouets à collectionner. C'est des lois sur la protection du consommateur. Là, je vous donne un exemple de cas où est-ce que la liberté de penser serait trop restreinte. En Chine. Pour vous mieux vous informer sur la chose que ça soit plus informatif. La Chine, précisément, qui est l'un des pays les plus sinistrés, la Chine, précisément, qui est l'un des pays les plus sinistrés, c'est l'autre face de ce miracle chinois dont on parle si souvent. La censure y est permanente. Le régime cherche, par exemple, à contrôler Internet par tous les moyens. Envoyé spéciaux Jacques Cardo, Sylvain Gio. Avec un peu plus de 110 millions d'utilisateurs, le contrôle des informations sur Internet est devenu un vrai défi. Car sur la toile, le gouvernement chinois ne tolère que des informations saines et civilisées, selon son expression. Quant aux sites trop critiques, ils sont interdits d'accès. Le degré de liberté dépend des sites que l'on utilise. Moi, je navigue uniquement sur les sites chinois. Je sais qu'il y a un contrôle des informations qui est effectué et je ne m'en occupe pas. En fait, le gouvernement emploie 30 000 policiers de l'Internet. Ils sont chargés de surveiller ses utilisateurs et de censurer les informations qui font peur au pouvoir. Pour les aider, les gérants des cybercafés ont l'obligation d'enregistrer l'identité des clients à l'entrée. Il faut qu'on puisse identifier la personne à partir du nom réel, pas du pseudonyme. Les ministères de l'Information et de la police nous demandent de pouvoir identifier rapidement les contrevenants. Même des sociétés comme Yahoo ont signé en 2002 un pacte d'autodiscipline qui consiste à respecter les règles de censure en vigueur dans l'information. Et rares sont ceux qui entrent en dissidence. C'est pourtant le cas de Hu Jia. Nous l'avons rencontré dans sa chambre d'hôpital où il soigne un problème au foie. Notre visite a été contrôlée car lui est surveillé 24 heures sur 24 depuis 5 ans. Actif dans plusieurs domaines, il est suspecté de fournir des informations subversives aux médias. Il y a certains mots-clés comme Tiananmen, droits de l'homme, Tibet, clandestin, pour lesquels des logiciels ont été spécialement créés. Les pare-feux repèrent ces mots-clés et la censure n'a plus qu'à agir. Des mots interdits et des images qu'il est impossible de télécharger. La révolte étudiante place Tiananmen en 89, ou encore les révoltes paysannes ces derniers mois. Ce qui est valable pour Internet l'est aussi pour la presse écrite et la télévision. Tous les médias chinois savent ce que l'on peut dire et ne pas dire, car la simple évocation de certains sujets tabous peut conduire à l'emprisonnement pour atteinte à la sécurité de l'État. Et Vous en pensez quoi cette vidéo-là? C'est triste. On vous montre ça, ouais. De notre point de vue occidental, c'est ridicule. Je partage l'opinion en passant. Je vais juste dire que d'un autre point de vue, ça ne l'est pas. Au début, je voulais faire une explication de c'est quoi une idéologie trop restreinte, mais finalement, je vais vous donner un exemple. J'ai une amie chinoise qui étudie à l'Université de Bishop. Elle étudie en administration. Elle vient d'un secteur autour de Hong Kong, mais pas de Hong Kong, parce que Hong Kong, ça a des lois différentes du reste de la Chine, mais elle, parce qu'elle habite, c'est soumis aux lois de la Chine en général. Et elle est venue habiter ici au Québec, là, dans le coin de Sherbrooke. Et quand elle est venue ici, c'est un choc culturel. Pour elle, elle avait avoir le droit d'aller d'un bar, de dire ce qu'elle veut,
de faire ce qu'elle veut, c'était quelque chose de grand. C'était quelque chose qui est devenu peu à peu quelque chose d'assez important. C'est sûr que dans son pays, il était considéré un peu comme une machinale. Tu sais, on avait un band de métal. Une band de métal en Chine. Là. Ouais, une band de métal un peu clandestin parce que. Ben, un band de métal, elle chante du métal. Comme Metallica. Là. Je comprendrais pas. Là, mais comme un groupe de musique de métal. Un band. Un groupe de musique de métal. Bon. Puis même juste ça, c'est assez illégal là-bas, puisque je les ai pas entendus, mais eux, leur musique préférée, c'était AC/DC, Rolling Stones, Metallica, des groupes comme ça, Slipknot. Puis là-bas, les activités, comment c'est géré en Chine, c'est que pour faire une activité, admettons, jouer aux échecs, faire de l'alpinisme, des randonnées pédestres, toutes ces activités-là, c'est géré par des clubs qui appartiennent au gouvernement. Tu n'as pas le droit de fonder ton propre club de cette activité. Elle, en tant que telle, quand elle jouait du métal dans un sous-sol avec ses amis, c'était illégal. C'était considéré comme illégal. Elle peut se faire arrêter pour ça. Mais là, elle, quand elle est revenue chez elle en Chine, après ses études, elle a commencé à apprécier c'était quoi Facebook. Les autres n'en ont pas. Puis pour aller sur Facebook une fois ou 3 mois, elle a acheté un espèce de module dans le marché noir que tu mets sur ton routeur, puis ça bloque la censure du routeur chinois pour pouvoir aller sur Facebook. Mais elle y va une fois ou 3 mois parce qu'elle ne veut pas se faire pogner. Si elle se fait pogner, elle se fait mettre en prison, puis bon, on l'enverra dessus, je sais pas. Fait que, elle a fait ça, mais après, un jour, j'ai demandé, pourquoi tu fais ça par Facebook? Là? Pourquoi tu fais ça? C'est quand même dangereux. Là. Si tu te fais pogner, les conséquences sont lourdes. C'est juste pour aller sur Facebook, parce que de notre point de vue, aller sur Facebook, c'est tellement rendu normal. Mais elle, c'est le seul moment où elle peut vraiment s'exprimer, quand elle dit ce qu'elle pense, chialer sur son gouvernement, ou chialer sur des choses que là-bas, si tu dis, ça peut être considéré comme une trahison. Et elle, c'est ça, sa liberté d'expression, elle passe au travers de ça. Parce qu'elle sent qu'elle a une liberté d'expression qui est restreinte, qui l'empêche de s'épanouir en tant qu'individu. C'est pour ça que la liberté d'expression s'est rendue un grand enjeu. Parce qu'il y a des gens, ça donne comme là, vous l'avez vu, il y a eu des révoltes. Quand il y a une trop petite liberté d'expression, ça peut donner des populations qui sont vraiment assez fâchées pour faire des révoltes menant à de la violence. Donc, un gouvernement qui mène à de la violence pour répresser la révolte. Je montre une petite carte mondiale de la cybercensure. Dans les pays où est-ce que il y a de la protection sur Internet. Le mauve pâle, c'est qu'il y a une cybercensure relativement basse, quand même basse à modérée. Puis en foncé, c'est là où il y a une cybercensure assez élevée, comme il y a la Chine, l'Arabie Saoudite, Corée du Nord. Puis j'aimerais que vous ayez l'œil sur la France. En France, c'est supposé être un pays où il y a une forte liberté d'expression, mais il y a quand même une forte liberté de censure, une forte censure de l'informatique. Parce que, pour diverses raisons. C'est quand même comme la Russie, c'est sûr d'être un pays démocratique, mais là, vous savez pourquoi il y a de la cybercensure, parce qu'au final, il n'y a pas beaucoup de liberté d'expression. OK. Bon retour, Nico. T'arrives pour la fin. Le journaliste de guerre. Le journaliste de guerre, c'est quasiment une forme de paroxysme de la liberté d'expression parce que c'est des gens qui, de leur plein gré, vont dans des pays où il y a des conflits, des pays où est-ce qu'ils n'ont pas beaucoup de liberté de presse. Ils vont recueillir des informations sur des conflits pour pouvoir redistribuer à la population qu'est-ce qui se passe en réalité. C'est évident qu'il y a des fois des journalistes de guerre qui sont envoyés par le gouvernement, mais il y a des fois des journalistes de guerre qui ne le sont pas. Puis que, ça donne des situations où Harper disait qu'officiellement, les soldats qui étaient au Moyen-Orient ne se battaient jamais, mais qu'au final, c'est déjà arrivé qu'il y ait des conflits armés, puis qu'il ne l'a jamais dit. On ne l'aurait jamais su. La liberté de presse dans le monde, ça c'est un schéma où les points rouges, c'est tous des endroits où il y a eu des journalistes emprisonnés, tués ou torturés. Ici,
ici en Sibérie. Ça, c'est la Sibérie en passant. Complètement en haut de la Russie, ben, il y a un homme qui a décidé de dire quelque chose sans s'opposer du gouvernement, de chialer sur le gouvernement. Et il s'est fait envoyer en Sibérie. Je ne sais pas si vous avez déjà vu de quoi ça a l'air un peu la Sibérie. Bon, via Google, mais moi, je ne suis jamais allé. Non, c'est ça. Ben, là-bas, c'est de la neige, des arbres morts, de la neige, des arbustes vivants, de la neige, des animaux, puis des Inuits. C'est pas des Inuits, là, ils ont un autre nom, là, mais des Autochtones du Nord, ouais. S'il n'y en a pas en Corée du Nord, c'est juste parce qu'ils n'ont pas déclaré. Ouais. C'est bon, ça. Ouais, c'est normal. Ouais, c'est ça, exactement. Ils sont juste pas déclarés. Comme on a dit, je crois, nos locaux sur l'ONU, ben, je peux remarquer aussi qu'en France, il y en a aussi des situations comme ça. Lui, il s'est pas fait torturer ou tuer, il s'est fait emprisonner, mais il y a un homme qui avait un blog ultra raciste, puis le gouvernement, ben, il a coupé au couteau, il a fait comme, ben, ça passe pas. C'est peut-être une raison pourquoi est-ce qu'il y a la sévère censure en France, c'est peut-être parce qu'il commence à avoir des tensions trop élevées, comme vous avez vu avec Je suis Charlie. Ben, ils veulent faire en sorte qu'il y ait une certaine protection et éviter les tensions et conflits qui pourraient déborder. Ça vous tente, le journaliste de la guerre? Ça, c'est, en passant, c'est pas lui le journaliste. Ben, ça ressemble à peu près à ça. Ils se rendent sur des territoires, ils sont souvent accompagnés de soldats parce que, bon... Des caisses de BMX. Ouais, je pense qu'il y a chaud, c'est pour ça qu'ils portent pas cette casse-là. Parce que, bon, il fait vraiment chaud dans ces coins-là. C'est tout. Je vous remercie. Merci. Tu ouvres la mienne, Louis? OK, là on est rendu, je sais pas, vous aimez un peu la présentation? Je sais que vous êtes vraiment fatigué, vous avez besoin de manger. C'est pas gentil. C'est ça? Bon, là on est rendu au bout de plate. Désolé. Oh, on n'a pas le choix. Mais c'est la synthèse du cours. Non, vous ne faites pas de la lecture. Vous avez une partie de lecture tout de même. C'est la synthèse. On vous distribue des feuilles. Vous devez répondre à des questions qui sont sur des feuilles, puis les réponses sont dans les pages qui sont écrites là. Il reste, je ne sais pas, 30 minutes au cours. 5 minutes avant la fin, je vais vous remettre les oraux, puis je vais reprendre les feuilles. Vous allez écrire votre nom en haut. Vous allez me le donner. Puis, ben c'est ça, c'est une synthèse qui est importante parce que ça va être pour l'examen. On peut faire teamwork. Est-ce que ça compte? Oui. Mais directement. On ne peut pas faire du teamwork, c'est individuel. Inside équipe, toujours. Travail personnel, individuel. Une équipe de seul. Pour les nerveux qui ont peur de filmer au moins une fois pendant le... On va continuer au prochain cours. Non, tu me leur donnes à la fin du cours. Oui, il chiale pas, c'est full le fun de la l'équipe.
Très important, les pages, c'est celles qui sont en avant. Pas la page synthèse dans le manuel. Tous les élèves, s'il y a un problème avec une question là, qui est trop complexe, essayez de passer à l'autre question après. De toute façon, on revient dessus demain.